Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités, je l'ai dit, Soba Minfodieu et Jean-Claude Yout. De l'autre côté de la Méditerranée, vous avez Wilfried Ekanga, Francfort en Allemagne, et Abdelaziz Moundé, Paris en France. Vous vouliez ajouter quelque chose? Vous vouliez répondre à Wilfried Ekanga, c'est ça? Oui, allez-y. Oui, il était important qu'on ne fasse pas l'amalgame. Sur quoi? Vouloir faire le rapprochement du conflit russo-ukrainien et la crise anglophone au Cameroun. Par contre, s'il voulait faire un parallélisme, s'il en était même question, pouvait par exemple nous dire que le Cameroun voudrait retrouver par exemple ses frontières allemandes. Nous connaissons le Cameroun avec ses frontières allemandes. Et que nous avons peut-être un gouvernement qui voudrait retrouver la puissance du Cameroun à l'époque J'espère que vous ne donnez pas les idées là, peut-être au prochain président. Je ne suis pas en train de donner des idées, je suis en train de donner à peu près une démarche, ce qui peut amener les uns les autres, qui peut ressembler à ce qui se passe là-bas. Oui, parce que son exemple ne tenait pas. Si on nous dit par exemple que le gouvernement de Yaoundé voudrait que Malabo rejoigne, et que le Cameroun et Malabo, le Cameroun et Libreville, nous avons toujours été un même peuple. La preuve, on parle fan de l'autre côté, on parle fan ici. Nous avons des familles qui sont divisées à gauche et à droite là-bas. Une partie du Gabon, exactement. Et la Guinée équatoriale, voilà. Voilà, donc si c'était le cas, et qu'on disait que, ok, l'armée camerounaise est en train de vouloir conquérir, ou bien reconquérir, si on est dans l'image de l'approche du tracé du Cameroun allemand, où nous étions à plus de 900 000 km² par rapport à 475 442 km² aujourd'hui. Alors oui, cet exemple tient, parce que c'est des États qui s'affrontent. Mais depuis quand les Amba Boys ont été un État? Que ce soit d'Adam ou Ève, ou bien même dans l'historicité du Cameroun. Ça n'a jamais existé. Si par exemple on nous disait que les Camerounais qui lors du référendum avaient décidé de rejoindre le Nigeria et que le Cameroun a des ambitions de retrouver ces Camerounais-là et en faire Northern Cameroun, Northern Cameroun et voudrait en faire une unité administrative normale qui doit rejoindre notre État, on va dire oui. Bon, donc peut-être il voudrait tout simplement revenir à l'actualité camerounaise et nous démontrer qu'il est important de ceci. Mais si nous devions parler de la position du gouvernement camerounais, le gouvernement camerounais, lui, également peut aussi faire un certain parallélisme. On n'est pas en situation d'une guerre totale. On peut très bien envoyer des chars et tout. C'est même le moment pour pouvoir nous incliner devant la mémoire de toutes les victimes du conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et plus récemment même avec la perte du sous-préfet de Kondo-Titi et son état-major. Donc, il y a de quoi s'incliner. On pouvait par exemple dire... voilà, c'est de trop, c'est des morts de trop, parce qu'on est passé des revendications dites corporatistes aujourd'hui au terrorisme, parce que c'est le terrorisme dont il est question aujourd'hui. Mais le président de la République garde la main tendue et est convaincu qu'à travers le dialogue, nous allons, entre nous Camerounais, nous entendre. Et nous avons vu quelque chose de formidable ces 3 derniers mois. Nous avons vu la CAN. Total Cameroun Énergie 2021 au Cameroun, avec tous les Camerounais, y compris ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui étaient à l'unisson derrière nous, Lions Indomptables, et qui ont également accueilli tous les étrangers qui nous ont visités. Nous avons vu l'ascension du Mont Cameroun qui s'est passé avec une foule incroyable amassée sur tout le long du tracé. Ceux qui étaient en route, ce n'étaient pas des francophones uniquement ou bien des ceci, c'était bel et bien des populations du sud-est, du nord-ouest et de l'ensemble des Camerounais qui à l'unisson vibraient par rapport donc à cet événement qui est déjà devenu un rendez-vous africain mondial. Donc voilà ce qui nous unit. Et vouloir chercher à tout prix exister politiquement pour apporter des divisions, même là où le peuple camerounais est en train de dire qu'ils renoncent à la violence et qu'ils vont maintenant dénoncer tout ce qui continue à œuvrer pour, dans le cadre donc, des pertes en vies humaines.
Donc, pour nous, ici, pour revenir au sujet du conflit, nous saluons d'abord tous les Camerounais qui se mobilisent à soutenir tous nos compatriotes qui connaissent des discriminations de par leur peau. Parce qu'en réalité... on n'entend pas beaucoup user la diplomatie. On a vu un communiqué avec des numéros de téléphone et tout ça. Lorsqu'on sait que le général Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire de la République fédérale d'Allemagne, était dans le bus qui allait chercher les Ivoiriens en Ukraine. Il a négocié pour qu'ils puissent... Comme on a suivi avec Abdelaziz Moundé, il y a trop de problèmes, ainsi que Landry Tchatchouan, trop de problèmes pour que les Africains puissent traverser. Il y a des problèmes. De ce côté-là, on ne sent pas beaucoup la diplomatie, quand même, en dehors de se communiquer avec les numéros de téléphone. Il faudrait faire une précision sur 2 points. Oui. Le premier point, aucun gouvernement étranger ne s'est mobilisé à l'intérieur de l'Ukraine pour pouvoir exfiltrer ses compatriotes. Ils les attendent au niveau des frontières de l'Ukraine. Même les États-Unis ont demandé tout dernièrement, ça ne date même pas de 2 jours, à l'ensemble de leurs ressortissants qui sont encore à Kiev, de pouvoir partir de là. Donc, ça voudrait dire que c'est un point migratoire d'abord. Et le Cameroun a... Je vous dis que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire allait chercher ses compatriotes. À la frontière, pas en Ukraine. Je vous dis qu'il est allé les chercher. Oui, il est allé les chercher à la frontière. En Ukraine. Il a traversé. Ok. C'est une information que je vous donne. Il n'y a pas de souci. Mais nous, Philippe Mangou. Ok, il n'y a pas de souci. Nous observons d'abord l'évolution migratoire de nos concitoyens. Vous vous souvenez que s'ils se dirigeaient vers la frontière russe, par exemple, l'ambassadeur du Cameroun en Russie avait déjà mis à disposition un certain numéro et tout pour pouvoir les accueillir. Mais maintenant... C'est ce que je dis. Je dis qu'en dehors, il y a un communiqué avec des numéros de téléphone, mais on ne sent pas... On a vu les Camerounais se mobiliser. Vous avez suivi Abdelaziz Moundé tout à l'heure. Les Camerounais se mobilisent. L'autre jour, Armel Sanjon et toute son équipe se mobilisent également pour accueillir. Ils disent qu'ils accueillent plutôt les Camerounais qui réussissent à sortir d'Ukraine pour les disséminer dans les autres pays de l'Europe de l'Est. On est d'accord, mais les autres ne se sont pas posé la question de savoir comment nous sommes en train, par exemple, de travailler avec nos partenaires de l'Union européenne pour qu'ils puissent d'abord avoir un consensus sur même la gestion, parce que le problème ne se posait même pas d'abord sur les Camerounais. On disait que tous ceux qui avaient la peau noire étaient discriminés. Oui, j'ai donc parlé d'Africains. Que c'était d'abord une vision globale. Oui. Et l'Union africaine s'est positionnée également là-dessus. La diplomatie camerounaise, elle aussi, est en action, mais par rapport de manière bilatérale et multilatérale. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est les effets d'annonce qui sont beaucoup plus efficaces ou bien le fait qu'il y a quand même des lignes qui sont en train de bouger où vous vous souvenez que même la France déjà a commencé à évoquer qu'il faut prendre en compte et en considération l'ensemble des victimes de guerre venant de l'Ukraine sans discrimination de race ou de peau. Donc, ce qui voudrait dire que cette évolution et ce positionnement diplomatique de la part de la France ne tombe pas du ciel. C'est parce que la France également a été contactée par ses pays frères et amis, dont le Cameroun en fait partie. Et vous vous souvenez que le communiqué, par exemple, du gouvernement camerounais au sujet donc de cette crise et où on appelle à l'apaisement et au retour à la paix à travers également la négociation, c'est pour vous dire que notre diplomatie est bel et bien en branle. Mais les négociations d'ordre diplomatique et qui se font de manière discrète sont souvent les plus efficaces que celles qui peuvent se faire de manière ouverte. Ok. Voilà, Sobamine Fodieu, est-ce que... au regard de la situation actuelle, est-ce que ce n'est pas le moment d'accueillir enfin l'Ukraine dans l'Union européenne par rapport à tout ce qu'elle subit? De toutes les façons, avant de répondre à cette question sur l'accueil de l'Ukraine dans l'Union européenne, je voudrais ici-là me rassurer que tous les Camerounais ont observé la difficulté de M. Yout à défendre la diplomatie camerounaise, parce que M. Yout a vite fait
d'oublier une actualité qui est encore très brûlante dans nos esprits, qui est celle de la Guinée équatoriale, Ouais. avec nos frères, nos compatriotes camerounais. Qui Non, il dit étaient- justement qu'on n'est Non. pas dans les effets d'annonce. que ce soit ils effet agissent, d'annonce, que ce soit effet d'annonce ils ou agissent, pas. La Guinée c'est pas la équatoriale, première fois. Hein. la Guinée équatoriale qui est à 2 pas de nous a pour habitude de mettre en difficulté nos compatriotes. Et ça ne se cache pas. Ça veut dire que un Camerounais qui vient en Guinée équatoriale se sent beaucoup plus mal qu'un Camerounais qui actuellement vit en Ukraine. Ah ouais. Et il ne vit pas à plus de 100 km de son pays. Là, le Cameroun n'a pas pu, le gouvernement n'a pas pu prendre des dispositions pour régler ce problème qui se répète. Ce n'est pas en Ukraine que le gouvernement va prendre des mesures. On va juste Non, il y a voir eu des un communiqué, voilà. Oui, des communiqués, des numéros de téléphone. c'est une fuite en avant. Nous avons vu des jeunes compatriotes prendre des bus vides pour aller chercher leurs frères. ouais. On attend de voir l'ambassadeur. Je ne pense pas que c'est de l'argent qui manque à l'ambassadeur. De sortir affréter 2, 4, 3 bus. Avec- D'aller dire je suis Lequel? venu chercher. Pardon? Lequel? Parce qu'en réalité, Et il y a plusieurs ambassadeurs. il y a une possibilité d'avoir un flux migratoire vers les pays voisins Quelle de qu'en de soit, l'Ukraine. Ce n'est pas que la Pologne. quelle qu'en soit la Moldavie, direction, la Lituanie, quelle et qu'en tout, soit la direction, et quelle la qu'en soit Russie. la direction où le flux migratoire peut prendre, dans ces différentes directions, on a des ambassades et des ambassadeurs, des gens qui ont des budgets et qu'on ne sait jamais ce qu'ils font avec. Mais quel qu'en soit le cas, je suis en train de vous expliquer, monsieur Yout, que à 2 pas d'ici, le gouvernement et le chef de l'État n'ont pas été en mesure de résoudre les problèmes des Camerounais en Guinée équatoriale. Ce n'a pas été un cas exceptionnel, Oui. c'est un cas récurrent. Donc nos frères qui sont en Ukraine ne peuvent pas compter sur le gouvernement. Ils ne vont compter que sur des initiatives comme avec M. Ndjibam et autres Ouais. pour leur venir en aide. Maintenant, Ahmed Sanjan aussi. Hein, voilà, Ahmed Sanjan, j'allais obligés, oublier. ouais. Pour revenir sur la question de l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement... en Mais le Ukraine, président Zelensky demande que ça se fasse. le président Zelensky, les gouvernements d'Ukraine n'ont pas eu la possibilité d'empêcher la Crimée de rejoindre la Russie. N'ont pas eu la possibilité, même malgré 8 ans de guerre, de permettre au Donbass de rejoindre, non pas empêcher le Donbass de rejoindre la Russie. Et aujourd'hui, le gouvernement en place est suffisamment impuissant pour faire quoi que ce soit, parce qu'actuellement il est assiégé, et tous ses partenaires qui ont eu tendance à lui donner confiance, à tenir des discours de menace, des discours d'assurance, tous ces partenaires sont dans l'inaction, ils sont passifs. Au contraire, ils sont dans des bases militaires qui sont en dehors de l'Ukraine, et ils proposent des solutions militaires. Donc quel qu'en soit le cas, pour l'instant, la Russie est en Ukraine. La Russie est en train de mener son opération spéciale en Ukraine sans aucune résistance, que ce soit du gouvernement, que ce soit des forces alliées. La seule chose que nous avons, c'est des déclarations sur les médias. C'est un chef de l'État qui promet, qui met la tenue militaire, qui promet qu'il va aller faire la guerre. Mais en fin de journée, ne nous dit pas lui-même combien de tanks russes. Est-ce que lui l'a renversé? Je veux dire que s'il était un vrai chef de guerre, à la fin du journée, il nous montrerait dans les vidéos comment il a stoppé des tanks russes, comment il a pris le contrôle d'une ville qui était sous le contrôle de Russes, le nombre d'avions russes qu'il a bombardés. Je veux dire qu'à la fin, la seule chose qui peut encore, la seule façon pour lui de gagner cette guerre, c'est de négocier avec Vladimir Poutine en gardant la tête du gouvernement ukrainien. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il risque de se retrouver, il risque d'être déchu, et les négociations vont se faire juste pour sa propre sécurité ou pour son exfiltration. Rapidement, on va pas vite. Oui, je voulais donner une précision par rapport à l'adhésion possible oui, ou pas. Pourquoi non, mais l'Ukraine demande non, techniquement même d'abord. Oui. Techniquement, même si la demande ukrainienne devait avoir un avis favorable de la part de Bruxelles, oui. L'adhésion d'un pays à l'Union européenne, c'est tout un process. Oui. Et ce process, c'est monter patte blanche à un certain ensemble d'éléments dans le cadre de la démocratie. Et il faut monter patte blanche sur l'organisation démocratique des élections, sur les universités, sur ainsi de suite. Donc, c'est l'adhésion à plusieurs petits points qui font donc la somme pour une adhésion. Donc, en fait, même techniquement,
l'Ukraine ne peut pas, même si elle avait un avis favorable de Bruxelles, adhérer à l'Union européenne en tant que pays membre de l'Union européenne avant 10 ans. Okay. Donc vous voyez que c'est très compliqué. Voilà, Wilfried Kanga, on se souvient qu'au second jour de cette invasion russe en Ukraine, le président Poutine avait demandé à l'armée ukrainienne de prendre le pouvoir. Nous sommes rendus à 9 jours, rien ne s'est encore passé. Votre interprétation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et autre chose, est-ce qu'on s'achemine au regard de la situation sur le terrain à une nouvelle guerre froide, on va le dire comme ça, et à l'installation en Europe d'un autre rideau de fer? Wilfried Kanga. Je vais commencer par la deuxième question, Serge Alain. Nous sommes dans une guerre hybride, c'est-à-dire c'est une guerre chaude puisqu'elle se déroule sur le terrain militaire. Il y a des affrontements entre les Ukrainiens et les Russes. Il y a même une assistance plus ou moins implicite de la Biélorussie. Il y a une assistance logistique justement des alliés des pays de l'OTAN qui agissent actuellement comme des alliés de l'Ukraine. Il y a des morts, il y a des explosions, donc c'est une guerre chaude. Mais en même temps, c'est une guerre froide parce que la grande puissance du pacte de Varsovie d'hier n'est pas en confrontation directe avec les grandes puissances de l'OTAN. Et en ce sens, c'est une guerre froide. Les sanctions élaborées actuellement contre la Russie par le système occidental et le contre-coup, la contre-offensive que la Russie est en train d'amorcer actuellement en réfléchissant par exemple sur l'arrimage de long terme au yuan chinois et avec la sortie du dollar, en réfléchissant sur le système alternatif à la messagerie bancaire SWIFT, c'est un des mécanismes de la guerre froide. Le fait que les Russes aient retiré leurs scientifiques de la base militaire de Kourou en Guyane, là où ils travaillent avec justement les Occidentaux, notamment les Français sur les fusées Ariane 5, c'est aussi un mécanisme de la guerre froide. Donc, oui, c'est une guerre hybride. Et actuellement, on s'achemine. Il est clair qu'à la fin de tout ceci, les cartes du monde seront distribuées autrement. On a pu voir que par rapport à autrefois où les pays africains automatiquement empruntaient la voie de la France, aujourd'hui, les pays africains, notamment du giron français, ne sont pas tous allés dire oui aux sanctions contre la Russie. Le Cameroun, par exemple, s'est abstenu. Bon, le Cameroun est un cas à part, mais en tout cas, il n'y a plus cet empressement machinal à faire ce que la France a dit. Maintenant, pour la première question, vous avez demandé si où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisque Vladimir Poutine avait demandé au président ukrainien, enfin aux militaires, de renverser le pouvoir et de prendre les commandes. C'est parce que Poutine estime que la rupture entre lui et Zelensky est totale et que Zelensky n'est pas prompt aux négociations. C'est pour ça que je disais en amont que si la guerre met autant de temps, ce n'est pas parce que Poutine a des difficultés en Russie. Ça, c'est du blabla que racontent les télévisions internationales pour donner de la force aux populations. C'est tout à leur honneur. Mais la vérité, c'est que Poutine aimerait avoir à la tête de l'Ukraine des gens qui sont en mesure de signer une sorte de contrat éternel qui dit que de la même manière que moi, la Russie, je ne peux pas aller à Cuba, au Mexique, d'ailleurs on a vu en 62 ce qui s'est passé, je ne peux pas aller aux frontières américaines et utiliser l'un des pays limitrophes aux États-Unis comme support pour mes bases navales, militaires, aériennes, ce que vous voulez. De la même façon, je ne veux pas, ou du moins je ne veux plus, que les États-Unis, parce que quand on dit l'OTAN, ne nous voilons pas la face, ce sont les États-Unis. Le budget de l'OTAN est d'à peu près 1,2 milliard. Les Américains, à eux seuls, contribuent pour 810 millions. C'est-à-dire, c'est colossal. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas quelque chose c'est pas, on va pas se voiler la face dessus. Et donc, les Russes ne veulent pas que les États-Unis continuent de s'élargir et en annexant l'Ukraine, récupèrent environ 1000 km de frontières avec la Biélorussie et 1600 km avec l'Ukraine, c'est-à-dire un total d'environ 2600 à 3000 km. Donc, c'est pour ça que Poutine voulait cela. Puisque Zelensky n'écoute pas l'offensive, justement, des Russes continuent parce que c'est une sorte de plan B. L'état-major russe a dû se dire au départ de l'action, si Zelensky abdique et accède à nos requêtes, notamment qui découlent de l'accord de Minsk en 2015, nous pouvons tout arrêter et nous savons que l'Ukraine restera justement un pays neutre, un peu comme la Suisse, mais en tout cas un pays qui est plus proche de nous, puisqu'il l'est historiquement, que du bloc occidental. Mais si par contre il s'entête parce qu'il compte sur le soutien des Occidentaux, Poutine est un ancien agent du KGB, il connaît la rhétorique occidentale, il sait que de la même façon que l'Occident n'a pas tenu sa promesse envers lui en disant on ne va pas élargir l'OTAN,
L'Occident n'est pas prêt à tenir sa promesse envers l'Ukraine non plus en disant on va te protéger, dont l'Occident a abandonné l'Ukraine. Ils se perdent dans des manœuvres qui n'ont pas de sens. On va en Allemagne, on envoie 7000 soldats en Allemagne alors que l'Allemagne n'est même pas limitrophe de la Pologne et alors que les Américains ont déjà de toute façon 35 000 soldats sur le terrain allemand. Les Français envoient 500 soldats en Roumanie, qui n'est pas en Ukraine, même s'il y a une frontière avec l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine en tout cas. Donc Poutine, il a dit, si Zelensky n'abdique pas, moi je vais marcher sur l'Ukraine et je vais raser toute la classe militaro-politique de l'Ukraine. Et là, advienne que pourra, soit je vais déterminer moi-même quel est le nouveau politburo de ce pays, soit je vais leur demander de choisir entre eux des gens qui sont prêts avec moi à signer des contrats qui me disent que l'Ukraine jamais n'adhérera à l'OTAN. Évidemment, il y a l'inconnu X en toute guerre où ça peut déboucher sur autre chose. Une volonté, par exemple, de Vladimir Poutine de rattacher l'Ukraine à l'Union soviétique, comme c'était avant les années 90, ou alors une escalade qui va contaminer tous les pays européens et déboucher sur une véritable Troisième Guerre mondiale. Tout est possible. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais quand même revenir sur ce que M. Yout a dit tout à l'heure, sur l'exemple que j'ai pris. Monsieur Yout, vous êtes très truculent, mais calmez-vous et écoutez bien justement les analyses que font les autres parce que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de vous dire que les ignames qui poussent à Moyuka et à Batibo sont les mêmes qui poussent en Russie. J'étais en train d'expliquer les causes d'un conflit et je dis que les arcanes qui ont créé le conflit anglophone sont les mêmes que celles qui ont créé le conflit ukrainien. Ce n'est pas un avis, c'est un fait. C'est-à-dire, on avait d'un côté les accords de Minsk, ou si vous voulez plus tard, les accords tacites entre James Addison Baker et Mikhail Gorbatchev. De l'autre côté, on a les accords de Fumban de 61. Je ne dis pas que les ambazoniens sont un État. Je dis que ce qui a radicalisé une partie de la population camerounaise, dont nos frères anglophones, et qui les a conduits à devenir des ambazoniens, ce sont des promesses non tenues. Et ce qui a poussé Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine actuellement, ce sont des promesses non tenues. C'est tout. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait confiance à quelqu'un et qu'il marche sur votre confiance parce qu'il part du principe que vous ne riposterez pas, évidemment, ça peut déboucher sur autre chose. Il est important, quand on parle dans l'approche géopolitique, d'avoir une finalité dans ce qu'on dit. Pourquoi on parle? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la finalité de ça? En quoi ça va résoudre un problème? Et je dis que la résolution du problème en Ukraine, comme dans la crise anglophone au Cameroun, ce n'est pas la glorification de Paul Biya ou la glorification de Vladimir Poutine, c'est le respect des accords, le respect de certaines clauses qu'on s'est fixées. Tout le monde a applaudi quand Obama a dit on a besoin d'institutions fortes. Alors, ayons les institutions fortes. Parce qu'à un moment donné où on fait comprendre à son adversaire, à son vis-à-vis, que le droit ou la loi ou l'accord n'existe pas et qu'on peut le fouler aux pieds, évidemment, il cesse lui aussi de faire confiance aux accords et il prend le chemin de la bagarre. Donc l'approche que je dis, elle vise à, d'une part, mettre fin à la crise anglophone en disant, de la même façon qu'on a dit à l'accord de Fumban, sachez qu'il y avait avant l'accord de Fumban le consensus de Bamenda au mois de juin, où les anglophones s'étaient réunis entre eux en disant qu'est-ce qu'on va présenter à la partie francophone. Ils avaient des attentes. Et une fois à la conférence de Fumban, ils ont reçu des promesses. Ils ont reçu la promesse que le caractère fédéraliste était inviolable et que justement, il y aurait une large autonomie de la partie francophone, de la partie anglophone. De la même façon qu'après l'éclatement du bloc de l'Est, on a conclu que c'est comme ça que les choses resteraient. L'OTAN aurait même dû être démantelée, disais-je, parce que la menace de l'énorme bloc soviétique n'était plus là. Mais les Américains, plutôt que de respecter, ont préféré surfer dessus en disant nous, on va encercler l'ancien bloc soviétique et l'empêcher d'émerger. Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques le piège de Thucydide. C'est-à-dire quand vous voyez qu'une nation émerge, vous la détruisez avant qu'elle ne devienne grande. Bon, après la dislocation de l'Union soviétique, les Américains, anticipant une résurrection de la grande puissance d'hier, se sont dit petit à petit, on va les encercler, les étouffer, et voilà, et prendre le contrôle et de la sous-région, et peut-être même assujettir l'Union soviétique d'hier. C'est ce que Poutine n'a pas supporté, parce que sur les 20 ans, les 22 ans, depuis l'année 2000, ils se sont accaparés 14 pays. À un moment donné, la goutte d'eau finit par déborder le vase. De la même façon que la goutte d'eau finit par déborder le vase, au Cameroun en 2016, si on ne fait pas cette approche-là pour examiner les causes, et si on se perd toujours dans du faux sentimentalisme avec des jugements de valeur pour trouver qui a raison et qui a tort, on n'aboutira pas à la solution parce que chacun est convaincu d'avoir raison, chacun est convaincu que le vis-à-vis a tort. La seule chose sur laquelle on peut nous entendre, c'est sur la capacité des uns et des autres à faire des concessions. Le bloc occidental doit faire des concessions sur les accords de Minsk.
même si ça ne leur plaît pas. S'ils veulent mettre fin à la guerre, le bloc biaïste doit faire des concessions, le bloc État Cameroun doit faire des concessions aux anglophones. S'ils veulent mettre fin à la crise, même si ça ne leur plaît pas. Le reste n'est que du bavardage et c'est ce qui dure, c'est ce qui fait que la crise dure depuis 5 ans. Merci Wilfried. On va faire le point avec Landry Tchatouan. Bonsoir. Oui, Landry, il est reparti. On l'a pourtant vu tout à l'heure. Voilà, on va sortir de l'émission. Comment faire pour... Est-ce qu'on peut arrêter Poutine dans sa lancée? Est-ce qu'on peut aussi apporter des garanties à la Russie que sa sécurité ne sera plus menacée? Que l'OTAN ne sera pas sur ses frontières et que l'armement des pays membres de l'OTAN est sur ses frontières. Pas au même niveau. Voilà, il faut toujours préciser. Oui, pas au même niveau, parce qu'en réalité, lorsque l'Ukraine demande son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, c'est une manière directe de dire que nous qui sommes régulièrement en conflit avec la Russie, si nous sommes déjà membres de l'OTAN, conclusion, ça voudrait dire que si nous sommes attaqués, c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie. Donc, en fait, là, nous aurons naturellement... L'Estonie ont des frontières communes avec... non, pas de problème avec la Russie. Avec la Russie. Non, pas de problème. J'ai jamais entendu qu'il y a eu un problème. Et puis, le niveau, par exemple, d'assistance... Ils sont à l'OTAN. Oui, et le niveau d'assistance de l'OTAN est très réduit par rapport au contingent, par exemple, américain qui peut être en Lettonie, n'est pas le contingent américain qui est en Allemagne ou bien en Pologne. Mais ils vont monter en puissance immédiatement si l'Ukraine adhère à l'OTAN, parce qu'en réalité, ce qui se passe en Pologne, c'est ça qui doit se retrouver au niveau de l'Ukraine, parce que les frontières vont progresser. Et à partir de ce moment-là, la Russie se sent en danger. Donc il faudrait que les uns et les autres apportent des garanties de sécurité à la Russie et que la provocation cesse et que l'Ukraine redevienne cet État qui voudrait continuer à accéder à son autodétermination, mais sans toutefois vouloir jouer le système de jeu de l'Occident, qui est provocateur en réalité. C'est de ça dont il s'agit. Et puis maintenant, pour Vladimir Poutine, lui également va concourir à la démilitarisation, certes de l'Ukraine, mais aussi à garantir la sécurité de l'Ukraine. Voilà. Oui, stop, Amine. Comment stopper Poutine? De toutes les façons, tel que Poutine est parti, il est instoppable. Parce que quand on devient la deuxième puissance mondiale en termes d'armement, et quand on a une grande puissance économique comme Poutine, avec tout ce qu'il a comme partenaire, que ce et soit on est première puissance Chine, nucléaire. l'Inde, l'Iran et tout ça, on devient inarrêtable. Mais maintenant, ce que je veux que l'on retienne ici ce soir, c'est que les Camerounais qui nous regardent de chez eux, ils doivent retenir ce soir que les plus grands conflits du monde naissent du fait que les gens ne respectent pas les traités, les engagements qu'ils ont pris. Je prends le cas notamment du Cameroun, où on a une constitution de 1996 qui n'est pas respectée, notamment la déclaration des biens de ceux qui gèrent la fortune publique, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas respectée. Nous avons notamment... Une source de conflit qui est une source de conflit pour le Cameroun. Nous avons notamment ce parti pris pour la décentralisation depuis 1996, qui n'a jamais été respecté, qui est davantage une source de conflit au Cameroun. Nous avons également la modification de la Constitution, parce qu'en 1996, on avait mis un verrou sur la Constitution qui voudrait dire que le chef de l'État ne pouvait se représenter qu'une fois, il est renouvelé uniquement une seule fois, d'un mandat de 7 ans, renouvellement une fois. Cet engagement pris, ou cette convention signée dans le cadre d'une crise, n'a pas été respecté, a été violé. Donc, je voudrais que ceux qui nous ont regardés ce soir, qu'ils retiennent, s'il y a une leçon à tirer du débat de ce soir, c'est que l'ensemble, la plupart des conflits, ou bien la plupart des guerres dans le monde, naissent du fait que les gens ne respectent pas les traités, les conventions et les constitutions qui ont été arrêtées. Et que les Camerounais tirent la leçon de ce que la plupart des crises que le Cameroun traverse aujourd'hui naissent aussi exactement du fait que nous avons un régime en place qui ne respecte pas les textes, la Constitution, les lois qui ont été votées. Merci. Voilà, oui, allez-y. Oui, je voulais faire une précision quand même, parce que lorsque on nous amène sur un autre champ, il y a quand même... la Constitution est bel et bien respectée.
nous avons parlé du parachèvement de la mise en place des institutions de la décentralisation, c'est une effectivité. Donc, ce qui voudrait dire que je ne sais pas quelle est l'institution de la décentralisation. Il y a un problème avec le temps, c'est quand même depuis 1996. Mais est-ce qu'on a fait une nouvelle constitution pour pouvoir parachever Qu'est-ce qu'on attend pour la déclaration des biens, par exemple? Qu'est-ce qu'on attend? Il faut parachever quoi? À quoi sert, par exemple, la déclaration des biens si, par exemple, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un recouvrement fiscal total? Qu'est-ce qui l'empêche? En ce moment où je vous parle, il y a une possibilité d'un recouvrement total sur le plan fiscal des biens. Donc, conclusion, ça voudrait dire qu'on sait que M. Serge Alain Autour, peut-être vous avez une maison là-bas, peut-être vous avez une voiture là-bas, et vous payez les taxes y afférentes. On ne peut pas, on n'a pas réussi à appliquer les règles, mais on a quand même réussi à modifier la constitution. Je voulais juste préciser que même en France, vous pouvez faire votre déclaration des biens, mais sans que ce soit rendu public. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, allez savoir si cette déclaration des biens n'est-elle pas faite. Voilà, on va terminer avec Wilfried Ekanga, rapidement Wilfried Ekanga. Lorsque Vladimir Poutine dit qu'il est prêt, il est disposé à dialoguer, à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites. Est-ce que c'est ce langage qu'on tient lorsqu'on va en négociation? À condition que toutes les exigences russes, toutes les exigences soient satisfaites. Est-ce que c'est ça le langage quand on va en négociation? Poutine a envie de faire comprendre que les choses auraient dû rester telles qu'elles étaient. Poutine ne réinvente pas la roue. Il ne veut pas créer un nouveau modèle. Il aurait bien aimé que les choses restent telles qu'elles étaient par le passé. Et ce qu'il va demander aux Ukrainiens, c'est de bannir à jamais l'idée même de remilitarisation au profit du bloc occidental. C'est simple. Et il faut savoir que même à l'intérieur de l'Ukraine, justement, il y a des citoyens, des communautés, des régions qui n'ont même pas, qui ont décidé de ne pas adhérer au système occidental avant que Poutine ne profite de l'occasion pour les récupérer. La Crimée, le Donbass, ce n'est pas lui qui a incité les révolutions là-bas. Il a juste vu que les gens là-bas ne voulaient pas la décision du Politburo central de Kiev et donc il les a récupérés dans son giron. Ce que Poutine dit, c'est que si vous ne voulez pas que sur le long terme, j'annexe même l'Ukraine parce que j'en suis capable, respectez mes revendications, ce sera le moindre mal. La bêtise de Zelensky, parce que oui, c'est de la bêtise, c'est que l'adhésion de l'OTAN lui tient plus à cœur que la paix et la vie de ses citoyens. Or, ce que Vladimir Poutine lui demande simplement, c'est de ne pas se perdre dans la fausse drague occidentale. L'OTAN dit « je vous protège », je crois que Zelensky voit lui-même actuellement que l'OTAN ne protège pas. Ça servira juste de base américaine contre la Russie. Donc quand Poutine dit j'ai telle et telle revendication, écoutez-les, c'est parce qu'il sait ce que les Occidentaux recherchaient à la base. Et de deux, il peut imposer cela parce qu'il est fort. Je peux donc terminer en disant que pour que l'Afrique émerge, pour qu'on se développe, nous aussi, il faut être fort. Et pour être fort, il faut sortir de l'esbrouf, comme le fait Monsieur Yotsinon. On va continuer à tourner en rond pendant des siècles. Les Russes sont militairement puissants, ils ont l'autosuffisance alimentaire, ils ont l'autosuffisance énergétique. C'est eux qui lançaient avec la fusée Soyouz entre 2011 et 2020 les humains dans l'espace sur la station spatiale internationale parce que la navette américaine était rentrée au garage en 2011 jusqu'à ce que SpaceX et Elon Musk voient le jour en 2020. Bon, ils sont puissants, ils ne dépendent, quoi qu'on dise, sanctions ou pas, ils vont trouver des alternatives, ils sont quasiment autonomes. Et quand on est fort, quand on est autonome, parce qu'on n'a pas passé le temps à copier ce qui ne marchait pas, en France, il y a aussi des fraudes, parce qu'on a aussi remarqué qu'en France, on est en train d'automatiser la ligne 4 entre la porte de Clignancourt et Châtillon-Montrouge. On prend donc les bons exemples aussi et on devient fort comme les autres. C'est ça qui fait que plus tard, le Cameroun pourra parler dans le concert des nations. Tant que nous copions les inondations et non les métros automatiques, tant que nous copions les fraudes et non la progression scientifique, nous n'allons jamais, mais au grand jamais, atteindre l'émergence. Merci Wilfried d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Merci également à Abdelaziz à Paris. Merci, on va dire merci aussi à Landry Tchatchouan. Merci à vous Jean-Claude Yout.
Merci, M. Serge Alain Auto. Le Cameroun suit son modèle de développement et de progression économique tel que le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya l'a dit. En fonction de nos moyens, de nos capacités, nous allons y arriver. Nous sommes une jeune démocratie, nous allons y arriver, mais à notre rythme et en fonction de nos moyens. Qui? Votre rythme et vous Le rythme des Camerounais. N'oublions pas, par exemple, que nous étions dans ce pays avec un taux d'analphabétisation de l'ordre de près de 80%. On oublie très vite. Alors, pour pouvoir parler de développement, il faut d'abord instruire la population. Okay. Voilà ce que le président de la République vient de créer 3 nouvelles universités. Il faudrait que le corps enseignant soit traité avec les égards qui lui doivent. C'est ce qui se passe. Et reçoivent également, comme l'ensemble des fonctionnaires d'État, le traitement optimal. Je suis convaincu, et le gouvernement vient de présenter un certain nombre de garanties, et il est même à pied d'œuvre en ce moment. Donc, n'enfonçons même pas une porte ouverte. D'ici quelques jours, toutes les revendications pour l'essentiel... Combien de jours? Je dis d'ici quelques jours. Je préfère être prudent, parce qu'en réalité, c'est plus intéressant. Parce que vous connaissez comment ça se passe en haut là-bas? Non, c'est plus intéressant parce qu'en réalité, même les moratoires de revendication des enseignants évoluent. Oui. Dès qu'ils vont dire ceci, ils voient qu'il y a des solutions, ils demandent encore quelque chose. Donc eux aussi, ils sont toujours sur la table de négociation. Et n'enfonçons pas les portes ouvertes. Nous allons voir des solutions qui vont être apportées, surtout sur les revendications immédiates qui peuvent être mises en place. Et n'oublions pas aussi que le Cameroun a une situation... Quand des conducteurs de moto-taxi menacent des enseignants, comment vous réagissez? C'est là où on va revenir aux valeurs d'ordre patriotique, et où nous devrions nous dire que serait une société sans les mototaxis, que serait une société sans les enseignants. Il ne faut pas qu'un corps imagine que lui, il sera tout simplement le seul. Que sera ce pays, par exemple, sans... Donc vous comprenez. Non, c'est pour dire tout simplement que l'amour du soi, l'amour de son prochain est déjà un élément qui peut nous garantir le vivre ensemble et nous amener vers le progrès et le développement. Donc, les uns et les autres doivent être tolérants vis-à-vis de tous les autres et savoir qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin des petites mains, des grandes mains également, pour pouvoir bâtir notre Cameroun. Tsobamine, merci. Je voudrais dire merci et je voudrais aussi emboîter le pas à M. Hutt pour dire qu'effectivement, le Cameroun est en train de suivre le rythme que montre le chef de l'État. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un pays en plein dans l'inflation, dans un pays où ça fait 2 semaines les enfants ne sont pas... Depuis 2 semaines, les enfants ne sont pas enseignés. C'est un pays de la gabégie, c'est-à-dire qu'on a mobilisé plus de 3 000 milliards pour des infrastructures sportives. Vous n'avez pas les résultats jusqu'aujourd'hui, je viens de recevoir un document qui est en circulation que je vais partager avec vous, où il y a encore des plaintes sur le fameux complexe Paul Biya de Yaoundé, qui est aussi sans lumière, sans énergie, dans un pays... Pour faire simple, ils disent que les travaux n'ont pas continué après la CAN. Exactement, c'est-à-dire que dans un pays... Nous avons vu les éléphants blancs au Sénégal. Également. Nous avons vu les éléphants blancs au Sénégal. Alors vous aimez comparer, du Cameroun, vous parlez du Sénégal. Je suis en train de vous dire que nous avons vu le chef de l'État du Cameroun. On a même comparé le stade du Sénégal à ce que nous avons conçu comme des complexes, mais qui sont comparables au même coup, pourtant nous avons construit des complexes. Donc, vous avez un complexe local? Le complexe de Japoma, c'est un complexe. Le complexe Japoma? Oui, le complexe de Japoma, complexe sportif de Japoma. Il est livré? Il est terminé? Mais bien sûr, nous avons le stade, nous avons les terrains d'entraînement. Pourquoi vous fuyez l'autre complexe? Nous avons le L'autre complexe, c'est quoi? Pourquoi je ne peux pas citer celui-là également? Non, Japoma n'est pas terminé. Vous avez dit nous avons des complexes. Oui, nous avons quel autre complexe? Nous sommes en train de construire également le complexe de Limbé. C'est aussi un complexe. On est en train de construire un complexe qui était censé recevoir une compétition en 2019. Qui a glissé et qu'en 2022, on soit encore en train de construire. Ça, c'est le rythme de croissance instruit par le chef de l'État. C'est ça dont nous pouvons en être fiers. Nous sommes fiers des infrastructures sportives. Exactement. Dont nous avons. Nous sommes fiers. Vous êtes fiers de dormir chez vous sans électricité. Vous êtes fiers d'avoir l'électricité 8 heures sur 24. Nous quand même connaître des difficultés qu'un pays, à lui tout seul, puisse être capable d'organiser une CAN à 24 équipes.
Ça paraît compliqué. L'Égypte Bon, l'a nous fait souhaitons bon vent à la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons bon vent à la Côte d'Ivoire. L'Égypte Mais l'a fait avant nous en le 2019. Cameroun a des stades homologués de type Je Coupe dis, du Monde. Et où on nous propose même... On a des stades homologués, mais il n'y a pas de courant. Monsieur, vous avez du courant, vous avez de l'énergie électrique 8 heures sur 24 heures. Les stades ne nous serviront à rien. Nous, on a des stades homologués, mais les enseignants ne sont pas payés. Les enseignants finissent, ils font 3 ans, 4 ans sans toucher leur salaire. Des enseignants font 30 ans, ils n'ont pas d'avancement. Monsieur Yout, ça c'est le Cameroun que vous vantez sur les plateaux télé, monsieur Yout. Vous pouvez en être fier, vous en êtes fier. Est-ce que vous êtes fier qu'à l'heure où nous parlons, les 60% de la ville de Douala soient dans le noir? Est-ce que vous avez vu l'économie? Moi, j'ai les statistiques. Je peux partager avec vous. Nous sommes partager avec vous. Nous ne voyons pas les Je dis, je peux partager. J'ai les statistiques. J'ai les statistiques. Qu'on ne confonde pas. Vous savez, je vais vous donner. Nous avons fonctionné hier 22 heures de délestage ici. Qu'on ne confonde 22 heures. Oui, dans le mot délestage, on peut tout mettre. Est-ce que dans le mot délestage, c'est un déficit de production énergétique ou bien c'est un problème il y a pas de combustible pour les centrales? C'est ce que Eneo dit dans sa communication officielle. C'est-à-dire qu'on a dépensé des centaines de milliards pour des barrages où il y a de l'étillage aujourd'hui. On n'a pas de l'argent pour acheter du combustible pour des centrales thermiques. Merci. Alors qu'on vient d'organiser un CAN à 3 000 milliards. Dans l'option des centrales hydroélectriques. Vous pouvez en être fier. Je regrette, ça c'est un sujet qui fâche. C'est comme l'affaire Dreyfus à une époque en France. Non, tout va bien. Non, vous voyez, c'était pas là de... Vous voyez comment vous déchirez là? Tout va bien. Merci. Le pays va se développer. Il est en non, c'était pas l'émission. Voilà, merci. En fait, on t'a dit bonne soirée. Voilà. Et je t'attends bonne soirée à tous ceux qui sont dans le noir. Grâce au Cameroun et grandes ambitions, grandes réalisations. Voilà, on vous a compris. Merci Jean-Claude Yout, une fois de plus. Merci madame, monsieur de nous avoir prêté votre aimable attention. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Ngele Mendouka.